Alors les doctorants, effectivement, ils sont dans une situation qui est très intermédiaire puisqu'ils sont à la fois encore des étudiants et souvent considérés par la société comme des étudiants. En même temps, ce sont des jeunes chercheurs et ils se reconnaissent eux-mêmes plus comme jeunes professionnels que comme chercheurs. Et c'est assez difficile pour eux parfois de se sentir considérés encore comme des étudiants, une revendication assez forte de ce statut de jeunes chercheurs. On a parlé tout à l'heure de confiance en soi, de promotion de la santé. Et la période du doctorat, c'est une période où les doctorants deviennent éminemment vulnérables. C'est une période qui très souvent met à mal la confiance en soi, l'estime de soi. Je ne parle pas au bon endroit? Non, c'est bon. D'accord. D'accord. Et donc moi, de par ma formation, je suis psychologue, je suis formée aussi à la psychologie positive. Alors, la psychologie positive, c'est pas un mot forcément très heureux, mais c'est un terme qui est repris de l'anglais. Mais pour désigner l'étude scientifique, ça a été sans doute dit ce matin avant mon arrivée, mais l'étude scientifique des conditions optimales de fonctionnement des individus, mais aussi des groupes et des organisations. Et cette inscription des doctorants dans l'organisation, c'est vraiment quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et Christophe Marsollier a parlé tout à l'heure de la prise en compte des besoins fondamentaux. En psychologie positive, il y a parmi les théories des besoins psychologiques fondamentaux une théorie qu'on appelle la théorie de l'autodétermination, qui est une sorte de méta-théorie de la motivation, et dans laquelle on définit 3 besoins psychologiques fondamentaux qui ont vraiment besoin d'être satisfaits pour concourir au fonctionnement optimal. Et ces 3 besoins sont le sentiment de compétence, le sentiment d'appartenance sociale et le sentiment d'autonomie, sur lesquels j'aurai à revenir tout à l'heure. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur, ma formation de départ ne m'amenait pas du tout à faire ça parce que je travaillais sur les langues anciennes de l'Inde. Et c'est au fil de mon parcours de chercheur que j'ai été amenée à m'interroger aussi sur l'apport du chercheur, l'apport à la société du rôle du chercheur. Ça m'a amenée à une reconversion ou à une réorientation de mes recherches. Étant entourée de doctorants, je me suis rendu compte au cours de cette reprise d'études que j'ai faite il y a une dizaine d'années que les doctorants et les étudiants étaient extrêmement stressés. Donc ça m'a amené à faire dans un premier temps un travail de recherche sur la santé, le stress des doctorants et des étudiants en master, et dont les études montrent qu'ils sont beaucoup plus stressés que la population du même âge qui est déjà dans la vie active. J'ai fait toute une enquête sur les facteurs de stress avant de mettre en place une intervention. Et parmi ces facteurs, il y avait en particulier le sentiment de précarité, la peur de l'avenir et une sorte de sentiment d'impuissance. J'avais, dans les interviews que j'ai réalisées, énormément de plaintes de doctorants qui étaient aux antipodes de la question de l'empowerment dont on parlait tout à l'heure. C'était un peu comme s'ils étaient... pas tous, évidemment, mais souvent assez démunis dans leur situation. Ils arrivaient au terme d'un cursus d'études. En général, les doctorants avaient été des élèves relativement brillants, donc des bons élèves qui, tout au long de leur cursus, avaient toujours bien fait ce qu'on leur disait de faire, et qui se retrouvaient en fin de période doctorale avec d'abord une très très grande peur du jugement, de leur futur père, et puis une espèce de regard sur la vie qui faisait qu'ils pouvaient, à l'issue de leur doctorat, devenir soit chercheur au CNRS, soit professeur à l'université, et sinon chercheur au CNRS, ou alors sinon professeur à l'université. Et on connaît la situation de l'enseignement supérieur, il n'y a quand même pas énormément de postes, donc on comprend tout à fait qu'ils soient inquiets, qu'ils ne soient pas rassurés. Et il y a beaucoup de travaux en ce moment sur comment promouvoir les compétences des doctorants pour leur permettre de les appliquer, d'être employés en dehors du contexte universitaire. Et donc c'est à partir de tout ce constat, donc ces étudiants doctorants démunis, parfois des enseignants-chercheurs qui sont aussi démunis parce qu'ils sont dans une situation de reproduction sociale, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, à une époque où on rentrait plus facilement au CNRS, avaient fait leur thèse plus ou moins tout seuls et en n'ayant pas toujours le soutien de l'institution, puis s'en étaient bien tirés, et donc ils ne se rendent pas toujours compte des besoins actuels des doctorants dans ce nouveau contexte social et économique. Et donc les étudiants perdus, les enseignants un peu perdus aussi, et puis le manque de capacité à penser en dehors des cadres.
Et ce qu'apprend la psychologie positive, c'est, il a été question d'empowerment tout à l'heure aussi, c'est d'apprendre à développer un certain nombre de compétences, entre autres une compétence qu'on appelle parfois la résilience, qui est le résultat de ce sentiment d'empowerment. Alors résilience, en français, très souvent, c'est associé aux travaux de Boris Cyrulnik et c'est considéré comme un état. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, presque comme on a les yeux bleus ou les yeux marrons. Moi, je prends beaucoup appui sur les travaux qui sont réalisés en contexte anglo-saxon, où la définition de la résilience est un petit peu différente. C'est-à-dire que la résilience, c'est une compétence, c'est un processus, c'est une capacité à rebondir devant les situations adverses. Ce n'est pas forcément des situations qui sont traumatiques, mais ça peut être tout simplement toutes les situations stressantes de la vie quotidienne. Parce que rassurez-vous, faire un doctorat, c'est pas forcément une expérience traumatique, mais en général, par contre, c'est une expérience stressante pour tout le monde. Et donc, la manière dont j'ai cherché à répondre à cette question que je me posais de quelle est l'utilité sociale du rôle du chercheur, c'était d'utiliser mes compétences pour développer une intervention en milieu universitaire, mais qui peut être étendue à d'autres cadres et que j'ai étendue aussi à titre un peu expérimental justement au contexte des enseignants, la formation des enseignants. Une intervention qui était empruntée ou inspirée au départ d'un travail réalisé par Ilona Boniwell, qui est une personne qui a œuvré beaucoup pour la promotion de la psychologie positive et qui exerce en France maintenant. Elle avait développé une intervention pour des enfants de milieux très défavorisés dans la banlieue de Londres, une intervention en 16 séances qui était assez longue, mais qui avait donné de très très bons résultats pour développer la résilience. J'ai été formée à cette intervention et j'ai eu l'idée de l'adapter en reprenant les éléments principaux et en adaptant évidemment les tâches et l'enseignement tel qu'il était dispensé. Et dans cette intervention, il y avait finalement 4 dimensions principales. Il y avait tout ce qui se passe au niveau cognitif, dans notre tête, sur la manière dont on analyse les choses, la manière dont on réagit. Ce qui se passe sur le plan émotionnel, donc la régulation des émotions. Ce qui se passe sur le plan des relations interpersonnelles. Et puis la manière dont on peut apprendre à utiliser nos forces, nos ressources. Donc dans ce domaine-là, j'étais vraiment complètement en ligne avec ce que disait Madame Moltrecht sur la question de la prévention. On était vraiment dans une dimension de prévention et qui n'était pas tout à fait évidente parce que les doctorants, même s'il y a des moments où ils sont extrêmement stressés, ils se sentent aussi sous pression par rapport à une production scientifique qui fait qu'ils ne vont pas forcément passer beaucoup de temps à aller prendre soin d'eux, à apprendre des choses sur la promotion de la santé. C'est vraiment pas leur affaire. J'ai fait 1 an de séminaire à l'EHESS avec un programme que j'avais appelé BEST pour concilier bien-être, santé et travail, qui est le nom de l'intervention, d'ailleurs BEST Doc en l'occurrence. On peut faire aussi BEST Éduc pour les enseignants. Pour moi, effectivement, dans ce contexte, l'EHESS ou bien les institutions auprès desquelles je travaillais se positionnaient comme des institutions promotrices de santé. Mais quand on est face à des doctorants qui se disent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ce séminaire, j'avais, dans le meilleur des cas, 3 personnes, et souvent pas que des doctorants d'ailleurs. Parmi les directeurs de recherche, j'avais aussi parfois des réactions qui étaient un petit peu défensives en disant « mais quoi, on s'en occupe bien de nos doctorants, alors qu'est-ce que tu viens nous parler de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour s'occuper mieux des doctorants ?» J'ai été chargée de mission pour la vie étudiante à l'EHESS pendant 1 an, et que ce soit à l'EHESS ou ailleurs, il y a des malentendus parfois entre les doctorants et les directeurs de recherche. Donc il ne s'agit pas de savoir de qui on est responsable, on est dans une situation systémique, mais en tout cas, les situations sont parfois pas évidentes. Et je pense que tout le monde pourrait se remettre en cause et puis améliorer et contribuer au bien-être et des doctorants et de leurs directeurs de recherche d'ailleurs de manière systémique. Donc dans ce programme, le premier obstacle, ça a été que les doctorants n'avaient pas le temps.
Donc j'ai vraiment réduit l'intervention au minimum. Au début, c'était sur 4 fois 2 heures, 4 semaines d'affilée. Et je continue à dispenser cette formation au Centre de recherche interdisciplinaire. Et on l'a réduit à 2 séances de 4 heures parce que les doctorants disaient non, mais je peux partir du laboratoire 2 fois, mais 4 fois 2 heures, ça me fait perdre 4 matinées ou 4 après-midi, c'est pas possible. Donc vous voyez, le temps dont ils disposent, leur temps est précieux. Donc il faut essayer vraiment d'être pertinent et efficace. Et l'autre obstacle que j'ai rencontré aussi, c'est que, d'ailleurs certains collègues sociologues sont venus m'interpeller, m'interroger là-dessus, c'est que les doctorants sont parfois dans des situations où ils ne sont pas en mesure d'agir. Ça peut être leur environnement, ça peut être une expérimentation ou un terrain qu'ils sont en train de mener qui ne se passe pas du tout comme prévu, qui leur fait prendre du retard. Donc ça, c'est extrêmement stressant. C'est pas de faire de la relaxation qui va les aider à mieux vivre ça. Donc il y a des limites et donc c'est important de savoir vraiment quelle est la zone sur laquelle on peut agir. Il ne s'agit pas de mettre sur les épaules des doctorants le fait de pouvoir compenser, pallier les insuffisances du système. Même si on fait des interventions pour promouvoir la santé des doctorants, il faut continuer à agir pour qu'ils aient des meilleurs espaces d'apprentissage. Il y a encore plein de doctorants qui n'ont pas d'espace de travail, dans certains cas qui n'ont même pas d'accès correct à des bibliothèques, les bibliothèques qui ferment à des heures, qui ne sont pas utilisables à des moments où ils pourront en avoir besoin, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire du point de vue de l'environnement pour améliorer les conditions de ces jeunes chercheurs. Mais dans ce qu'ils peuvent faire eux, il faut simplement savoir ce qu'on leur met sur les épaules. Et c'est là que moi j'essayais d'intervenir en disant il y a des domaines sur lesquels vous pouvez, par des questions de promotion de santé, déjà changer un petit peu vos habitudes et changer la manière dont vous vous positionnez par rapport à votre doctorat. Donc en quelques secondes, parce que j'en suis déjà à 12 minutes, je vous raconte très brièvement un exemple qui fonctionne très bien de cette intervention, c'est qu'on parle d'une métaphore des perroquets, c'est dans le module sur la cognition. On a tous, enfin peut-être pas vous, mais moi oui en tout cas, des petites réactions qui sont spontanées. Par exemple, la tendance soit à l'attribution de responsabilité externe, c'est le contexte qui est responsable, ou bien au contraire, tout est de ma faute. La tendance à culpabiliser quoi qu'il arrive, de se sentir responsable. Parfois un optimisme complètement débridé, mais parfois aussi une peur qui paralyse. Donc c'est déjà à travers cette métaphore des perroquets, on a 6-7 petits perroquets, de prendre conscience de nos pensées automatiques, de nos automatismes cognitifs qui parfois, quand on les remet en cause, quand on réapprivoise nos perroquets, donc il y a tout un petit dispositif pour prendre conscience de son perroquet, apprendre à un petit peu le mettre au défi, vérifier que ce qu'il nous raconte est vrai ou sur une échelle de 0 à 10, de combien c'est vrai, et puis opérer ce qu'on appelle techniquement une restructuration cognitive, mais là on appelle ça réapprivoiser son perroquet et c'est quand même beaucoup plus rigolo. Et très souvent, le retour que j'ai des doctorants à la suite de cette formation, c'est « Ah ben, en fait, maintenant, je me rends compte que le perroquet, effectivement, de temps en temps, je me dis « Oh voilà, ça suffit le perroquet ». Et j'aime cette métaphore du perroquet parce que c'est pas nous, c'est pas notre dialogue intérieur, c'est quelque chose qui se fait à l'extérieur. Et potentiellement, ben, le perroquet, on peut, en le nourrissant bien, on peut lui apprendre à devenir un perroquet plus positif aussi. Donc voilà, un petit exemple. Ce qui me semble vraiment important par rapport à cela, c'est que la recherche, aujourd'hui, nous donne vraiment des techniques, des outils. C'est comme ça que je présente ce programme BEST. D'habitude, c'est une boîte à outils avec des éléments sur la façon de réguler les émotions. Alors ça peut être un exercice tout simple de relaxation, de respiration. Ça peut être aussi de faire prendre conscience de la façon dont les émotions nous font parfois réagir de manière inappropriée et s'autoriser à laisser passer un petit peu de temps. Des éléments qui sont inspirés principalement de la communication non violente, mais pour travailler sur l'affirmation de soi, et donc pour un doctorant, ne pas forcément se positionner face au directeur de recherche comme quelqu'un qui est dépendant, mais apprendre à exprimer ses besoins de manière bienveillante et de manière recevable par le directeur de recherche, et puis aussi d'apprendre à prendre appui sur ses forces, sur ses ressources. Donc on a plein de petits exercices dans cette intervention. C'est quelque chose qui peut s'appliquer dans plein de domaines différents, et donc j'espère que ça pourra contribuer aussi à se développer ailleurs pour améliorer le bien-être de l'ensemble des enseignants qui en ont bien besoin. Merci beaucoup.